Quand même, ils l'ont sorti à la 61e minute. C'est quand même une demi-heure. Je veux dire, bon, alors c'est vrai que les Italiens, à l'époque, ils pouvaient même tenir un 0-0 pendant 90 minutes. Maintenant, les temps ont un petit peu changé. Et j'ai appelé en Italie des confrères de Tuttosport, notamment, qui m'ont dit, alors je parlais un petit peu de l'arbitrage, ou des choses comme ça, ils disent, oui, il est très bien l'arbitrage. Mais on pouvait gagner. L'équipe de Corée, je suis désolé, c'est une équipe moyenne, on est ridicule. Trapattoni est d'une nullité terrible. Faire sortir Del Piero, tout ça, enfin, tout ce qu'on est en train de dire. Pas que Del Piero n'avait pas les 90 minutes dans les jambes. Oui. Enfin, il peut faire rentrer Montella ou quelque chose comme ça pour fixer aussi la défense. Alors, maintenant, il y a l'éternel problème quand même. Le problème des juges de touche, de la vidéo, de tout ce qu'on veut. Et on va le voir sur cette fameuse action où cela aurait pu être et aurait dû être le but en or. Donc, il y a une remise de la touche. Il y a ici Vieri qui protège toujours bien son ballon. Tomasi qui va faire un appel de balle. Vieri attend un petit peu. Et le ballon, il le conserve. Et quand il la donne, voilà, là il la donne, enfin là il l'a donné. Donc c'est à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a un moment, un angle mort, voilà, c'est à ce moment-là, qui fait que le juge de touche ne voit pas forcément le départ du ballon. Mais à ce moment-là, au moment où il la donne, c'est vrai que ça se joue à quelques centimètres, mais il est clair que Tomasi est à la même hauteur. Alors il est clair aussi que c'est l'éternel problème, parce qu'il y a 4 buts qui ont été refusés à l'Italie, toujours par rapport à des hors-jeux, quoi. Et c'est vrai que, je ne sais pas, mais maintenant, le football allant aussi vite, les joueurs étant aussi malins pour être sur la même ligne du dernier défenseur ou partir de derrière, le jeu a évolué, il est beaucoup moins clair qu'avant, ça va trop vite, et je pense que pour les juges de touche, c'est quasiment mission impossible. Ce qui est terrible, c'est que, je ne sais pas s'ils ont changé en cours de compétition, mais il y a les écrans géants dans le stade. Oui. Qui passe tous les ralentis, ralentis des hors-jeux, etc. Ouais. Donc l'arbitre, tout de suite, il est... je me rappelle de France-Uruguay, Emmanuel Petit montrait après la faute de Dario Silva sur Vieira, lui montrait l'écran, regardez, il y a bien faute, c'est carton rouge, etc. Et l'arbitre disait non, je ne veux pas regarder. Alors là, oui, bien sûr. Là, ça se joue à tellement peu de choses qu'il faudrait que sur l'écran géant, on mette vraiment un plan arrêté comme on l'a fait, qu'on revienne derrière, devant et tout ça. Donc je pense qu'il passe le ralenti dans la continuité. Non, mais c'est le ralenti de la réalisation pour les télés. C'est-à-dire qu'il y a tout, quoi. Oui, c'est la même chose. Mais ce que je t'explique, c'est que le grand public, s'il voit ça à vitesse normale, rapide ou quelque chose comme ça, il n'est pas sûr, il aura un doute pour leur jeu. Mais pour certaines choses, mais M. Blatter dit, à partir du moment où les gens devant la télé ont des ralentis et tout ce tralala, eh bien, il n'y a pas de raison que les gens qui ont payé leur place au stade ne puissent pas avoir le ralenti. C'est stupide, évidemment. Sauf que la Corée et le Japon, c'est un pays assez calme au niveau des supporters, mais ça, dans un pays d'Amérique du Sud, non, etc. Bien sûr, mais ça ne tiendra pas, il sait bien, mais il se justifie un petit peu parce que la Corée et le Japon, ils ont beaucoup investi et eux, ils râlent parce qu'ils ont des écrans géants et des stades adaptés. M. Blatter, il parle tout le temps pour trouver une solution. Il voulait aider les arbitres, mais là, c'est pas un aide. Non, c'est une catastrophe, oui. C'est une catastrophe. Alors, ça fait aussi, quoi qu'on dise, un gros en moins, même si ce gros en question peut s'en prendre beaucoup à lui-même. Mais ce qui est surprenant aussi, Didier, quand même, c'est, je trouve, la condition physique des Coréens. Moi, je trouve que ça impressionne tout le monde et il y a même des Coréens et des Japonais. Hein. Je trouve que le rythme auquel ces deux équipes ont joué, notamment au premier tour, c'était exceptionnel. Ouais. Les Japonais ont peut-être payé. Physiquement, aujourd'hui, ils n'étaient plus là. Bon, je trouve que là, par contre, plus le match s'allongeait et puis ils avaient les ressources. Quoi. Donc moi, je trouve ça surprenant quand même. Oui. Il y a beaucoup, on reçoit un certain nombre de... Mais ils ont très peu joué cette année aussi, il faut relativiser aussi. C'est vrai qu'on croyait qu'ils auraient pu jouer 2 heures de plus. Quand même, parce que... On reçoit un certain nombre de mails à ce sujet où les gens... C'est vrai que de toute manière, dans les Coupes du Monde, il n'y a jamais de dopé. Il y en a toujours un pour montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a quand même 23 joueurs multipliés par 32. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait beaucoup. Mais il n'y en a jamais un. Peut-être un pour l'exemple, comme il y avait un jour Caldéré, je ne sais plus, c'était en 82, l'Espagnol, il y a eu Maradona, il y a eu mais pas plus. J'ai vu quelque part dans la presse, même Gus Hiddink qui disait qu'il a la chance quand même avoir beaucoup plus de temps son équipe au complet à sa disposition avant de préparer la Coupe du Monde. Ils n'ont pas eu les compétitions européennes, donc il est profité. C'est sûr que le pays organisateur en général, il a les meilleures conditions pour préparer physiquement, moralement, tactiquement son équipe. Mais enfin, de là à ne jamais être fatigué, on va voir par la suite, mais c'est vrai. Bon, ce qui est surprenant, c'est que dans un match, nous on a été joueurs, on sait qu'il y a les temps morts dans un match. Oui. On récupère. Et ces équipes-là ne récupèrent jamais. C'est toujours du 100%. Moi, je trouve ça très surprenant.
surprenant. Oui. Ben, on verra un petit peu par la suite. Alors, sachez que, par exemple, au niveau, souvent, on remarque que les équipes qui font le jeu, eh bien, se font piéger. La Belgique, par exemple, a eu 53% de la possession du ballon dans son match contre le Brésil. Et ici, c'est encore plus flagrant. Dans l'autre rencontre, entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, le Mexique a eu 66% de temps le ballon. Et les autres qui ont gagné pourtant 34%, beaucoup moins. C'était un petit peu le cas. Alors le plus flagrant, c'était 70%, 30%, on va dire, entre l'Argentine et la Suède. Et la Suède l'a emporté aussi. Alors c'est vrai que la Corée, elle, pour une fois, une équipe qui joue le jeu, l'a emporté. Mais d'une manière générale, on remarque que dans cette Coupe du Monde, ceux qui attendent, ceux qui sont bien en place... c'est un peu l'évolution qu'on voit, quoi. C'est vrai, je pense même David Beckham, il parle aujourd'hui qu'il avait au téléphone son entraîneur Manchester qui lui conseillait gérer ses efforts au début des matchs. Si vous voulez durer tout au long des matchs, il faut qu'il se gère. Donc, il a aussi son coiffeur au téléphone, son coiffeur de l'Essex ou de je ne sais pas trop quoi, parce qu'il va se faire peut-être une nouvelle coupe. C'est possible, j'ai vu ces déclarations comme quoi il est en contact avec Ferguson. Alors, je vous disais, Blatter, le président de la FIFA, reconnaît les erreurs arbitrales, et lui, enfin, il sort un petit peu le rouge au juge assistant. Par exemple, ici, il dit il y a une solution, comment pouvoir jouer mieux, enfin, et juger mieux les hors-jeux. C'est un point qui aura vraiment son importance dans le futur. Il se réveille, c'est bien, hein, parce que je veux dire, ça date juste de cette Coupe du Monde. Le dirigeant se montre, il est d'accord, voilà, pour les matchs, que soit projeté, tout ça. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il explique qu'à la télévision, on peut. Alors pourquoi ceux qui ont payé leur entrée ne pourraient pas le faire? Voilà. Il est censé aider les arbitres, mais chaque fois. Alors, il y a aussi quand même la grande question, parce que c'est un peu la loi des séries, c'est que l'Italie, 4 buts refusés. C'est rare quand même qu'en 4 rencontres, tu aies 4 buts refusés. Et tous les 4 valables. Et les 4 valables, oui. Après, que tu en aies des refusés s'ils ne sont pas valables, évidemment. Ensuite, des petits détails. Totti, il prend le deuxième carton jaune. Déjà, le premier, il donne un coup de coude en montant à la tête. Et c'est vrai que malheureusement, maintenant, tout le monde le fait. Et on a eu beaucoup d'exemples dans ce match et dans celui de ce matin aussi. Je pense que là, au niveau du règlement aussi, on voit en France aussi, il y a des gens qui sont un peu spécialistes du genre, quoi. Et on a vu Coco qui a eu l'arcade ouverte aussi à un moment, des choses comme ça. Je pense qu'au niveau du jeu maintenant, il faudrait peut-être... Tu sautes, mais tu n'as pas le droit d'avoir les bras en l'air. Tu prends appui et tu sautes comme ça. Et tout le monde le fait. Enfin, je ne sais pas, c'est pas quelque chose de compliqué. Parce que sinon, oui, tu prends ton élan, mais... mais prendre son élan sans les bras, c'est pas évident. Hein. Tu apprends. De toute manière, tout le monde sera handicapé par le fait de prendre son élan sans les bras. Et toi qui joues au volley, tu peux pas prendre ton élan sans les bras? Non, je peux pas, non. Mais quand même, tu vas sauter, tout le monde le fera. Sauter 10 cm. Oui, mais de toute manière, le volley, c'est un sport, il n'y a pas de contact. Évidemment, ils sont peinards, tu peux prendre contact avec les bras. Mais football, je trouve qu'il y a beaucoup plus qu'à l'accoutumée dans l'évolution du football Non mais l'arbitre il est étonnant en plus. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il se rappelait plus que Totti avait un premier carton jaune à un moment quand il le met. Mais dans le match auparavant, il y a une histoire dans la surface coréenne où il y a un coup de coude du Coréen, du Coréen, etc. Et là où il calme les deux joueurs, il n'y a pas de carton. Alors que le coup de coude du Coréen est... On dit qu'il fait beaucoup de psychologie. C'est Kim Tae-yong. Et Kim Tae-yong, à la 17e minute, il a eu un carton jaune. Et là, il donne un gros coup de coude à Totti. Et là, il calme tout le monde et tout. C'est bien, bon esprit. Oui, mais ça avantage effectivement le Coréen. Puisque là, il aurait pu avoir un rouge. On était en tout début de deuxième mi-temps, quoi. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup parler, quoi. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. Il faut noter aussi, alors là, je parlais un peu avec mes confrères italiens, qui ont été tout à fait fair-play, parce qu'ils disent l'Italie aurait dû gagner sans ces histoires, sans qu'on se mette ça dans la tête. Maintenant, c'est vrai qu'au comité exécutif de la FIFA, il me signalait qu'une grande nation comme l'Italie, ils ne sont pas représentés. Alors que, j'ai noté, il y a des dirigeants des îles Salomon, très important, thaïlandais, Mali ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'Italie. Au niveau de l'UEFA, tu as des dirigeants de Chypre, de Luxembourg, de Malte dans le comité exécutif. Et tu n'as pas l'Italie non plus. Il faut se souvenir que Capello, quand les faits que les Italiens soient plus en quart de finale au niveau des clubs, Capello, lui, avait dit... Je signalerai juste que... Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous que depuis 2-3 ans, vous êtes plus... Il disait, juste qu'on est beaucoup moins influent à l'UEFA. Non. Tu sais que le vice-président de FIFA, et je pense même il y a certains postes très importants de l'UEFA, sont les Italiens. Vice-président de FIFA, c'est italien. Le vice-président de FIFA, c'est italien. Il y a un Coréen qui est patron de Hyundai. Il était un des 4 vice-présidents, c'est italien. Tu m'étonnes là. Il y en a un, c'est le Coréen qui est président de Hyundai.
et député de Busan. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est marrant parce qu'en Corée, il y a un joueur, après la défaite contre le Danemark, un joueur français, qui me disait qu'il a vu quelqu'un de la FIFA au téléphone lui disant qu'apparemment il y aurait des consignes pour favoriser les pays qui ne sont pas européens, etc., pour redonner de l'attrait au niveau du football. Et, Alors, il n'y croyait pas trop, mais... maintenant, si on fait un récapitulatif, enfin, il n'y croyait pas trop, si on fait un récapitulatif, on constate quand même qu'il y a beaucoup d'arbitres d'Amérique centrale, donc de la CONCACAF, que le juge de touche qui signale le hors-jeu, mais encore une fois, le problème, c'est qu'il faut la vidéo, parce que le pauvre, peut-être qu'il ne voit pas, mais il est argentin. Il faut juste savoir que M. Blatter est soutenu régulièrement. Ses plus fidèles supporters sont les gens d'Amérique centrale, avec M. Werner, le président, et avec M. De Leos, le paraguayen, l'Amérique du Sud. Et notamment Grondona, qui est celui qui embrasse Blatter juste après l'élection et qui a toujours eu un soutien inflexible auprès de... Il faut voir tout ça. Il faut voir, par exemple... Mais après, on peut tout analyser et tout dire. Bon, c'est clair que quand l'Argentine perd en finale de la Coupe du Monde 90 sur un penalty bidon, c'est quand même je ne sais plus si c'est le gendre ou le beau-frère de comment ça s'appelle, de Paulo, enfin de Teixeira, qui est le président de la Confédération brésilienne de football et qui est le gendre d'Avalanche. Bon, des choses comme ça. En demi-finale, c'est sûr qu'on voulait faire gagner l'Italie. Enfin, on voyait que l'Argentine ne fallait pas Maradona et tout. En demi-finale, bon, c'est M. Vautreau l'arbitre. Moi, j'ai toute confiance en lui. Mais maintenant, tu réfléchis un peu, tu dis, il sort Giusti pour des choses un peu bizarres. La deuxième prolongation dure 6 minutes de plus. On n'a jamais compris. Et donc, M. Vautreau explique après que son chronomètre s'était bloqué. En fait, mais personne ne lui dit. Canigia, qui à un moment, il y a un ballon beaucoup trop profond pour lui, il met la main pour l'arrêter et il le met comme ça. D'accord, enfin, carton jaune. Comme il était sous le coup d'un autre carton jaune, pas de finale. C'est-à-dire que si on redissèque tout, mais bon, on ne peut pas non plus... Je pense que c'est difficile d'être affirmatif, quoi. Un garçon comme Michel Vautreau, qu'on a connu dans le championnat, qui était le meilleur arbitre, et puis qui était fin psychologue avec les joueurs. Enfin, moi, je n'irais pas jusqu'à le soupçonner de ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des... Ça crée aussi un malaise si tu ressors des choses, si tu vois des choses. Mais il a le droit aussi de donner un carton comme ça, d'expulser quelqu'un. Et même, manifestement, de faire durer de prolongation 6 minutes de plus. Parce qu'après, au tir au but, c'est sûr, les gens peuvent se dire, les Argentins disent évidemment, ils ne voulaient pas qu'on arrive au tir au but, parce que Goicoechea, spécialiste, etc. et tout. Bon, ce sont les Argentins. Quoi qu'il en soit, on va enchaîner avec Stéphane Lelon, c'était hier. Parce que hier, on n'a pas présenté, qui était gardien de but dans le but du patron, le monsieur avec la très belle chemise de toutes les couleurs, notamment jaune. Allons-y. Bien, salut Didier, salut à tous tes invités aujourd'hui. Mon Tour de France continue sous le soleil et je me trouve avec... Ken. Voilà, Ken, qui est le patron du... Murphy's Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, pour préciser. Voilà, comme ça c'est précis. Et Stéphane, maintenant, s'est rapproché de la capitale. Il y est même très près, ça brûle, on le retrouve. Salut Didier, salut à tous tes invités. Eh bien, aujourd'hui, mon Tour de France continue et je me trouve avec... Amine. Amine, qui est le patron de... L'autre rive, bien sûr. L'autre rive, qui se trouve où ? Sur l'île Saint-Germain, ici les Moulineaux, c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est magnifique et en plus, c'est pas loin de chez moi. Voilà, Didier, bonne émission. On se retrouve tout à l'heure avec Amine pour les questions et le but du patron. Salut, à tout de suite, à tout à l'heure. Alors, la presse italienne, qui est toujours très friande de schémas de jeu, avait signalé que dans la partie, l'autre risque, c'était notre défense centrale. Il n'y avait pas Cannavaro Nesta. Et eux, ils estimaient que le danger pouvait être de Seol Ki-eon qui prend la défense à revers ici. Et puis, ils mettent aussi Anne, qui peut passer par là, derrière Maldini. Il se trouve que c'est lui qui a marqué le deuxième but en passant derrière Maldini. Et il se trouve que c'est lui qui a égalisé en passant derrière Giuliano et Panucci, qui le suivait, qui coulissait, qui a fait l'erreur. Donc, c'était bien vu. C'est vrai qu'avec cette défense à 3, qui était quand même aujourd'hui plutôt défense à 4. On ne peut pas dire Coco, il est resté dans son coin. Il faut dire que le numéro 21, c'est un client, coréen. Alors, on va voir un petit peu donc, le premier but où le buteur passe précisément derrière Giuliano. Donc voilà. Et il faut signaler quand même que malgré leur niveau, les Italiens, ils ont eu un mauvais timing sur ce genre de centre quand même. Tant et si bien que voyant le ballon au dernier moment, Panucci commet une grosse erreur. Et donc le fameux Hahn, qui était passé derrière Giuliano,
marque ici du pied gauche, ne laisse pas l'ombre d'une chance à Buffon. Là, c'est avec la vue d'un joueur qui est derrière le buteur. Non, buteur que voici, Giuliano Panucci. Voilà, il le voit au dernier moment. Il s'en mêle un petit peu. Et un petit pied gauche, enfin du foot. Et juste avant, Buffon, il était déjà. On a l'impression qu'il sentait venir ça, parce que Buffon a pas mal remis en selle. Oui, essayé un petit peu d'exciter ses défenseurs. C'est-à-dire qu'il fait un sacré match, Buffon aussi. Il fait un beau match. Il y avait une curiosité, c'est que Buffon, il était très joli parce qu'il était tout en noir, comme le Yashin à l'époque ou Shoot à Strasbourg à l'époque, je parle dans les années 60. Et l'arbitre, là aussi, était en noir. Il n'était pas en jaune comme il est tortue, comme il faisait à la Coupe du Monde 94, des choses comme ça. Bon, c'est un petit détail, mais c'est curieux quand même, on doit penser à tout. Mais c'est bon, ça n'a pas eu d'influence sur quoi que ce soit. Non, c'est vrai que le problème des Italiens, c'était peut-être aussi un problème de coordination entre Maldini et Giuliano, je crois que c'est la première fois peut-être qu'ils jouent ensemble en défense centrale, donc il y a peut-être ce problème-là. Et puis Maldini aussi, comme certains de nos joueurs, commence a 34 ans. Voilà, commence à subir le poids des gens. Il a une force, Maldini, par rapport à Leboeuf, De Sailly, puisqu'on pense à ces deux-là qui ont 34 ans aussi, enfin De Sailly va les avoir, ou à Lizarazu, c'est qu'il est 10 fois plus technique qu'eux. Et donc, il peut compenser, comme Laurent Blanc, qui peut compenser aussi, parce que lui, il en a 36, il peut compenser à Manchester au truc par une technique qui est largement supérieure à la moyenne, quoi. Alors qu'on dirait que la technique des sur le plan physique, je parle sur le plan des Ah accélérations. oui, à un moment... Au niveau du placement, il y a toujours un petit temps de retard. Bien sûr. Surtout avec ces Coréens qui étaient hyper... très rapides. C'est vrai qu'il s'est fait battre sur le deuxième but, c'est un peu Sur le deuxième but, il décolle de ça. Mais moi, ce qui m'est interpellé plutôt tout au long des matchs, c'est la position et le jeu défensif de Panucci. Déjà, à Roma, il ne joue pas latéral à droite. Il joue un petit peu dans la couloir, il est très offensif. Mais sur le premier but, c'est lui qui est fautif, maladresse. Et puis si on arrive à voir tout à l'heure sur l'image deuxième but, il défend très mal. Des fois, il laisse... Trop d'espace à celui qui va centrer, absolument. S'il peut faire le centre ou faire le passe derrière, comme c'était sur le deuxième but, il contrôle le ballon, il lève la tête, il voit un coéquipier qui vient, il lui fait le passe, et c'est le deuxième but. Je pense que cette fois-ci, le Panucci, pour moi personnellement, ça a été beaucoup plus difficile pour le Buffon que le... C'est pas le Buffon, parce que dans le midi, toi tu dis le Buffon. Ouais, un peu frimeur, remarque, Buffon. Mais je suis l'étranger, il faut... Le Buffon. Le Buffon. Bon, on va d'ailleurs voir dans la deuxième partie de l'émission, et on devrait notamment retrouver Elodie du côté de Toulouse, le deuxième but de la Corée en double exemplaire, puisqu'il y aura ici derrière, et il y aura aussi le but du patron. C'est ça qui a été choisi. Donc vous verrez, Maldini, il a un petit peu de soucis, quoi. Mais sinon, il fait un match formidable quand même, Maldini. Mais effectivement, il s'est éteint petit à petit avec les minutes. Et à un moment... Et Tomasi. Ah, tu as beaucoup aimé Tomasi. Tomasi, je le trouvais très bon. Beaucoup aimé Tomasi. Bon, on en parle juste un petit peu dans la deuxième partie de l'émission. Et puis on parlera d'autres choses aussi, parce que bon, il n'y a pas que ce Italie-Corée non plus. À tout de suite. Voilà, avant d'attaquer avec le deuxième but de la Corée, je vous signale que vous pouvez jouer avec nous et gagner donc les 4 DVD, c'est l'équivalent de 8 heures, toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et on va en profiter pour... c'est vrai qu'il y a toujours eu des buts bizarres. Avant, c'était plutôt, est-ce que ça rebondit ou pas? Je me souviens d'un Algérie-Brésil où il y avait but, mais je ne sais plus si c'était pour l'Algérie ou pour le Brésil, le ballon avait rebondi et finalement il à l'intérieur, mais ça, on ne l'avait pas accordé. Donc revoyons quelques moments de l'histoire comme ça, notamment je pense à la Coupe du Monde 66, 40 ans après, enfin un peu moins de 40 ans après, on en parle encore, le score a été de 2-2 dans les prolongations, Alan Ball filé sur l'aile droite et puis le ballon a été repris par Govhurst et là, mais sur ces images c'est curieux parce que j'ai l'impression que ça franchit la ligne, mais des fois il y a un effet d'optique, on n'est pas, quoi qu'il en soit, le juge de touche, Tilkowski ici, le gardien de but, je sais que ce sont des images qui font souffrir énormément Guy Fauberto, mais ça fait partie de l'histoire, Guy, et donc le juge de touche dit que oui. Bon, je vous rappelle que le ballon doit franchir complètement la ligne pour qu'on accorde par exemple ce but, ou une touche, ou un corner. Et oui, Bobby, c'est accordé, donc tout va bien. Et puis, par exemple, ça c'est déjà un peu plus rare comme image, c'est Uruguay-URSS en quart de finale de la Coupe du Monde en 70. Regardez sur cette action, voilà, le défenseur laisse sortir le ballon, et puis après le joueur uruguayen le récupère, centre, c'était à 2 minutes de la fin, dans les prolongations, et l'Uruguay se qualifiait sur ce but un petit peu curieux, là aussi, bon, même avec la vidéo, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même, surtout si on met le bandeau, là il n'y a pas de problème, très malin, très bon réflexe. Voilà, donc est-ce que ça
C'est-à-dire, on a l'impression que c'est pas encore maintenant, mais c'est plutôt là que ça peut sortir. Peut-être là, ouais, mais c'est confus. Bon, la suite, on la connaît. Là, pareil, par exemple, même en 90, Toto Chiliachi sur ce coup franc. Bon, quoi qu'il en soit, Sibu Ilia, il n'est pas accordé. Toto Chiliachi, eh oui, Schillaci. Voilà un beau bandeau qu'il est beau. Et bon, même comme ça. Donc, mais ça, c'était différent. Maintenant, c'est le juge de touche et les juges de touche, que ce soit dans le championnat français, que ce soit dans la Ligue des Champions, que ce soit dans la Coupe du Monde, que bon. Les mauvaises langues disent, ils préfèrent pas mettre la vidéo, comme ça, tu peux arranger plus facilement les matchs. Ça, c'est les mauvaises langues. Hein, c'est pas bien. Ben, moi, c'est aussi quelqu'un contre vidéo. Moi, je suis contre vidéo. Non, mais attention, contre la vidéo, mais enfin, pour un hors-jeu, quand même, c'est tous les pays ont évolué, enfin, tous les sports ont évolué. Ok, mais bon, il y a certains. Moi, je suis plutôt pour installer confiance entre les hommes. Erreur, c'est humain. Oui. C'est vrai qu'on perd le match à cause d'arbitre, on est fâché. Moi, je suis premier comme ça. Oui, mais alors, on revient au baron de Coubertin, ce qui est bien, ma foi. Mais... Le football, l'expérience dans le football américain, ils sont revenus, où ils avaient la vidéo comme témoin, et je crois qu'ils ont arrêté ça, je crois, il me semble. Je crois qu'ils l'ont toujours, mais peut-être pas, mais peut-être pas dans tous les cas de figure. Et au rugby, ils viennent de l'introduire, donc c'est vrai que, notamment dans le tournoi, on a vu que la France avait gagné grâce à la vidéo. Je pense que, bon, autant pour les pénaltys, parce que même le ralenti écrase un peu les choses, suivant les angles, bon, je sais pas, mais pour le hors-jeu, il n'y a rien de plus simple. Hein. Tu mets une caméra qui est là, tu traces des choses, tu fais un truc avec un ordinateur, bim, bim, et tu sais, en 5 secondes, il doit savoir. C'est-à-dire, le gars, si l'arbitre a un doute, bon, bah, il laisse jouer, et puis bon, enfin, c'est un débat qui va durer 100 ans, puisque de toute manière, la FIFA mettra 100 ans à le mettre en C'est aussi difficile sur le jeu. Si l'action, elle continue, et le joueur, il marque le but, on peut regarder les vidéos et puis annuler ou accorder le but. Mais s'il s'arrête, parce qu'arbitre de ligne de touche, il a levé la main. Ah ben, dans ces cas-là, quand il a un doute, le juge de touche, il lèvera pas le drapeau. Et tu sais que là, il donne toujours l'avantage à la défense. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'on parlera toujours beaucoup plus d'un but qui était hors jeu, qui a été accordé, plutôt qu'un but qui était machin, voilà, qui n'est pas rentré. Ce qu'il faudrait déjà dire peut-être, c'est que dès que l'arbitre siffle et que le drapeau est levé, que le joueur s'arrête déjà. Parce que si Tomasi s'arrête tout de suite, on ne sait pas s'il a marqué, d'ailleurs le gardien de but s'est un petit peu arrêté. Enfin déjà, c'est toujours ça de gagner. Mais bon, enfin, allez, à suivre. De toute manière, c'est un truc à épisode. Allez, on enchaîne avec le deuxième but de la Corée, vu d'ici les Moulineaux. Salut Han Jun-han. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toi, t'es mal, t'as raté le penalty en première période. J'étais très mal. Hein? Très mal. Et là, tu te dis, il faut que je me rattrape. Ah bah c'est oui, ça? Forcément. Et là, regarde, il y a Buffon, gardien de but italien. Toi, tu as arrêté le tir de Han Jun-han. Donc voilà, tu es prêt. Prolongation, deuxième prolongation, hein, ok? Et t'as vu qu'il y a Paolo Maldini derrière toi, capitaine, hein? Bonjour. Voilà. Eh ben, on va éviter la même chose que l'Euro 2000 et on va pas les laisser faire. Ouais, il faut pas les laisser faire. Alors là, on verra bien. Voilà. Et là, il y a le centre. Là, il y a le centre, le numéro 10 coréen. Bah oui, il reste 2 minutes. Hein, il reste 2 minutes, il faut marquer. Hein, donc là, t'envoies la balle, voilà. Allez. Je suis sûr qu'il va te faire un bon centre. Maldini est là. Alors, on y va. Et là, il y a la tête. Et le but. Et le but. Et voilà, la Corée est en quart de finale face à l'Espagne. On a marqué. Les Italiens dans l'avion. Les Italiens dans l'avion, non, oui, il n'y a pas de problème. Non, je suis pas sûr, c'était pas Maldini. Maldini est peut-être plus beau, oui. Non, parce que là, il y a un drame, tout d'un coup, Maldini vient de perdre beaucoup de points, donc pas de panique. Il y avait son charme, c'est parce qu'il n'a pas le maillot, quoi. Il a la cravate et tout le truc. Alors, on va voir, nous, c'est un sacré jeu de tête, hein. On va le voir ici, ce deuxième but coréen. Alors, c'était de l'autre côté, parce que là, le centre est venu de la droite, et dans la réalité, en fait, il vient de la gauche. Et c'est vrai ici, ce que tu disais, Farouk, Panouchi, bon, bah, il laisse quand même tout le temps aux joueurs pour centrer. Il a le droit d'intervenir. Et là, bon, 3 pour 4. Il ne faut pas oublier qu'il y a un joueur italien en moins aussi, puisque là, Totti était exclu à ce moment-là. Et Maldini, c'est vrai qu'il ne va pas décoller de beaucoup sur cette action. Et après, c'est relativement facile pour le joueur. Donc là, c'est la vue de Maldini. Et le centre. Et Maldini, ce ballon, quand il le retrouve après, il est ici. Voilà. C'est dur, mais c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, plus que jamais, l'âge va jouer un grand rôle. Moyenne d'âge des Anglais, 25 ans. Moyenne d'âge des Français sur l'ensemble des 3 matchs, 29 ans et demi ou quelque chose comme ça, sans compter les gardiens de but.
Parce que bon, gardien de but, à la limite, peut être là à 40 ans ou des choses comme ça. C'est pas le fait de jouer 6 ou 7 matchs en peu de temps qui va le... Et il y a des tas d'exemples comme ça. Donc bon, c'est vrai que... Pour l'équipe de France, c'est la défense qui était âgée, quoi. Oui. Ça, c'est le gros problème. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de vivacité, de replacement. Et puis, au-delà du fait que mentalement, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à défendre. Donc, l'Espagne contre la Corée du Sud, ça va être coton aussi. Hein. Hierro et Nadal. Non, mais il y aura Elguera. Il n'y aura pas Nadal. Non, mais Elguera, ça va plus vite quand même que... Au niveau des vitesses, c'est diesel. Ça y est. Mais c'est peut-être qu'ils vont organiser un milieu de terrain un peu plus défensif, parce que là, il y avait Cabelda. Non, il y avait que Baraja. Non, mais je parle pour l'Espagne. Pour l'Espagne, je pense Ils vont rester qu'avec un seul milieu défensif? Ça, je ne sais pas. Mais je parle au niveau des vitesses. Nadal, Hierro et Elguera, ils sont derrière Desailly. Desailly va plus vite. Pour moi, oui. Sûr. Non, pour Nadal et Hierro, sûr. Je pensais qu'Elguera était un petit peu plus rapide, mais peut-être... Mais là, Desailly était un petit peu la différence, fatigué. c'est que l'équipe d'Espagne est quand même beaucoup plus compacte. Donc, il y a quand même moins d'espace au milieu pour jouer. Et je pense que les Coréens ont plus de mal, je pense. Ouais, ça risque d'être un match spectaculaire quand même, hein, parce que les Espagnols, ils ont des arguments offensifs. Ils ont été bien organisés, ils ont été partout, mais bon... Ils ont quand même explosé. Allez, on va suivre, alors on a vu le deuxième but coréen, et on va faire un petit coucou à Elodie, du côté de Toulouse. Elodie. Bonjour tout le monde. Elodie, you hear me? Elodie, you change me? Ah, elle a le maillot de l'Italie. Parce que tu as joué contre l'Italie. Elles sont fortes, les Italiennes, non? De la Corée, donc j'ai pas encore celui de la Corée, donc je me suis permise de faire un clin d'œil aux Italiens. Mais bon, il n'y a aucune aucun mauvais esprit derrière. C'est absolument. juste pas celui de la Corée du Sud. Bon. Voilà. Et alors, tu as gagné la Coupe de France le week-end dernier, tout va bien? Tout va bien. Première Coupe de France féminine le week-end dernier, et c'est donc le TFC qui l'a emporté contre Lyon 2 buts à 1 à côté de Valence. Ok, Elodie. Ah ben, on se retrouve tout à l'heure, et ça tombe bien parce qu'on va retrouver une question qu'on nous avait posée au micro de Stéphane Lelon concernant l'Italie. Écoutez, et puis vous allez remarquer, parce qu'on a quand même Totti sur ma gauche là, et donc du côté de Toulouse, il y a aussi Italia, le 14. Alors allons-y. Alors bonjour Didier, c'est Mickaël. Tout d'abord, je voudrais te dire merci pour le reportage que tu as fait il y a une année sur Roberto Baggio qui m'a super plu et que j'ai enregistré, j'ai toujours en cassette. Et puis bon, ma question, ça serait pourquoi en France sont-ils racistes contre les Italiens? Parce que chaque fois qu'on tombe contre le Mexique, ou ça soit contre le Brésil, en 94 en finale, et que les gens portent tous le maillot du Brésil, ils nous crachent dessus, ils nous narquent. Pourquoi ils nous en veulent comme ça? Je voudrais savoir pourquoi. Il a raison. Très bonne question. Très bonne question. Bon, ben regarde, là, derrière moi, là, c'est italien, et à ma gauche, c'est italien. Donc, nous, les Italiens, il n'y a pas de problème. Cela étant, c'est vrai que, d'une manière générale, chaque fois que les Italiens gagnent en football, ça agace un petit peu les Français. C'est possible, ceux qui sont... Plus que l'Espagne ou les Pays-Bas. Parce que chaque fois que, notamment en Coupe d'Europe, au niveau des clubs, chaque fois qu'on tombait contre eux, on passait Moi, ça m'a frappé cet après-midi sur le match, les commentaires sur le match, parce que c'est des Italiens. Est-ce qu'il y a besoin de parler, etc. C'était hallucinant, c'est un autre joueur d'un autre pays, on ne dit pas ça. Les commentaires d'un joueur. C'est courant. Au niveau des commentaires, je veux dire, on est toujours très gentil avec les Français ou l'équipe de... Enfin, quand les gens sont français, et très dur, ça peut être plus violent en face. Je pense que dans les autres pays, ça peut être pareil parfois. Mais, par exemple, à la rédaction, là, j'entendais les gens hurler quand l'Italie prenait le but. Et je pense effectivement... Mais, attends, j'y étais. Je pourrais dire j'y étais. À part Nathan, qui était en larmes, évidemment. Et donc, c'est vrai ce que tu dis, Alain, c'est que il y a une forme, c'est pas du racisme, mais une forme par rapport aux Italiens que beaucoup de Français en ont ras-le-bol parce qu'ils raflent tout et parce qu'ils sont forts, quoi, tout simplement. Après, ils ont un petit peu ce côté aussi, jusqu'à 98, quoi. C'est vrai que jusque-là, on passait. Je crois qu'on a du retard encore. Oh, oui, on a beaucoup de retard. Absolument. Alors, d'ailleurs, tenez, regardez comme on est sympa. Pour vous, amis italiens, on vous donne une première image de Totti, très déçu après son carton rouge, donc, et l'élimination de l'Italie. Donc, vous voyez, même les supporters français rigolent, et voilà, il s'est un peu coupé les cheveux, il s'est un petit peu teint, n'est-ce pas? Mais nous vous présentons en avant-première cette image qui est quand même sympa. Hein? Élodie, tu les aimes, toi, les Italiens?
Oui, moi j'apprécie le football italien quand même parce que bon, il faut pas cracher dessus. Il y a pas mal de Français qui vont jouer là-bas, donc c'est quelque part ils ont des qualités. Bon, c'est vrai qu'ils sont tombés aujourd'hui contre une équipe de Corée qui allait vite et qui jouait bien. Bon, ben ils ont attendu sur le but. C'est vrai qu'ils décollent pas, mais il y a eu beaucoup d'occasions et bon, c'est bien aussi que le sport garde de son éthique et qu'un match ne soit pas fini, ne soit pas joué bien avant de l'avoir commencé. Donc, c'est sûr que là, compte tenu de l'évolution du football, plus ça ira, plus il sera jamais joué, c'est vrai. Et puis c'est vrai que l'Italie, juste derrière avec Vieri, il est en bout de course du droit, mais il peut marquer. C'est vrai que l'Italie, à un moment, a quand même des balles de 2-0. C'est vrai que la Corée, dans la foulée, il y a eu des centres comme ça, ils étaient deux blancs, ils pouvaient amortir et reprendre. Enfin, c'était quand même, bon, il y avait un côté palpitant quand même, qui manque peut-être un petit peu de temps en temps dans cette Coupe du Monde. C'est dommage qu'il y ait le but en or, quoi, qu'il n'y ait pas les prolongations comme autrefois. Oui, c'est vrai que c'est un bon match à l'ensemble au niveau du suspense. Oui. Même si moi je sentais quand même que l'Italie était supérieure et tenait quand même ce match. Bon, et puis c'est vrai que comme on l'a dit là, plus le match s'allonge et plus meilleurs ils sont. Donc évidemment, il faut essayer de les courter, quoi. En tout cas, c'était beaucoup plus agréable à regarder que celui de ce matin. Ah ben oui, j'ai encore dormi dans celui de ce matin. Ouais, de temps en temps, oui. Je luttais. C'est vrai que celui de ce matin, c'était surtout qu'on a compris que les Japonais s'en sortiraient jamais, quoi. On a vraiment eu un sentiment d'impuissance. Bon, les Turcs, cela dit, ils ont une bonne équipe. Ils ont beaucoup de joueurs qui maintenant habitués à Galatasaray, aller en quart de finale, Ligue des Champions, etc. C'est une bonne équipe, oui. Moi, je crois que déjà, le premier match contre le Brésil, je crois que s'ils avaient été plus entreprenants, ils ont cherché à protéger leur but. Je crois que ça a été leur tort. Je pense que s'ils avaient été plus entreprenants, probablement, ils auraient battu le Brésil. Alors, on va quand même, on va pas parler que cette histoire d'arbitrage. Bon, c'est un gros souci. Je trouverai jamais ce papier, donc on va parler finalement de ce but sur corner turc. Je constate quand même, il y avait une époque dans le football où tu marquais jamais sur corner. D'ailleurs, je me souviens quand on faisait des montages à Téléfoot, on disait voilà, machin qui dégage en corner, et on disait corner qui ne donne rien, alors on se retrouve 10 minutes plus tard, des choses comme ça. Le corner ne donnera toujours rien. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de buts sur corner. Le corner Vérone pour Baptiste Touta, ça me vient à l'esprit comme ça. Celui de Beckham pour Rio Ferdinand, enfin le gardien qui se trouve un petit peu. Il y a eu celui d'aujourd'hui, effectivement, Totti Vieri. Et puis il y en a eu d'autres, mais je trouve qu'il y a un gros pourcentage. On va le voir. C'est vrai que là les Japonais ont été un petit peu courts. Et vous allez constater que, évidemment, au niveau défensif, ça montre aussi un côté un petit peu naïf, même s'il y a eu un stage très très long, même s'ils sont entraînés dans les meilleures conditions. Alors, parce qu'il y a du monde déjà. Hein. Alors, c'est un corner rentrant, et vous allez constater qu'ici, il y a un joueur au maillot blanc, mais qui est devant le bleu. Ça veut dire que quand on marque, Farouk, dis-moi, on doit être derrière ou sur le côté. Effectivement. Dis-moi. Il faut protéger son but, il faut que le défenseur soit entre le but et l'adversaire. Ouais. Et là, il a une chance à toucher le ballon. S'il est avancé ou s'il est derrière, si l'autre coupe, on est bien d'accord. Donc, on y retourne et regardez bien ce joueur qui est donc devant. Voilà. Et c'est lui qui la reprend. Là devant, il y avait Hakan Şükür. Et c'est sûr que, étant devant par rapport à ce joueur ne pourra jamais le rattraper. Et lui, il est face au ballon. Eux, c'est un peu plus compliqué. En plus, il vient un peu de derrière, il ne le voit pas. C'est celui qui était derrière, ici, qui a fait une grosse faute. Voilà. Oui. Tu sais, Didier, je me rappelle d'une interview qu'on a passée sur l'antenne de Philippe Troussier, qui disait qu'il était obligé à l'entraînement, que ses joueurs étaient trop gentils, de leur apprendre à donner des coups de coude. À prendre des coups de coude et voilà quoi. Et voilà, oui, mais non, mais là, au-delà de ça, bon, cela dit, des coups de coude, ils en ont donné les Japonais, hein, ils ont donné un petit peu des coups quand même, de temps en temps, ils y vont franchement, pas quelque chose de très violent. Mais là, c'était plus un problème de placement, Farouk. Oui, tout à fait. Même, je voulais venir sur le but de Vieri. Là, il y a un corner très bien tiré, il avait tirage des maillots, et puis le ballon il tombe sur la tête de Vieri, il rentre. Mais sur le but turc, je pense que c'est le capitaine qui était au marquage, et là il part, il joue très mal la trajectoire des ballons, et il était tout seul battu. Donc le Turc il était tout seul, il s'impose. Moi ce qui m'a étonné, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Japonais je trouve qu'ils ont tout le temps systématiquement joué des ballons aériens. Ils n'ont jamais joué au sol et ils ont... c'est des fois un signe d'impuissance parce que dans le jeu, les Turcs, ils la jouent bien, quoi, hein, avec Bastourk qui est excellent.
Alors, enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avec notre tableau là? Qu'est-ce qu'on peut montrer par rapport à l'Italie, par rapport à la Corée, par rapport au but de la tête? Je laisse les spécialistes parce que débuter avec l'Italie aujourd'hui. C'est le grand spécialiste. Il faut signaler quand même que la Corée, qui joue normalement avec 4 défenseurs, il n'y en avait que 3. Hein. Et il y avait le 22 qui était ici et qui allait même un petit peu dans notre jeu. Et ils ont quand même le 21 et ici l'équivalent, des joueurs qui percutent, quoi. Ce sont des joueurs. C'est vrai qu'ils ont peut-être, avec les Danois à un niveau moindre, avec Kroenkeer et Romenthal, encore que, c'est peut-être l'équipe qui a les 2 attaquants sur les côtés les plus peut-être percutants. Enfin, qui partent en tout cas de près, quoi, pas de loin comme Cafu, Roberto Carlos ou des choses comme ça. C'est vrai qu'à l'inverse du Japon, moi je trouve qu'ils construisent beaucoup mieux le jeu. C'est vrai que les Japonais, comme dit Vincent, ils balançaient beaucoup. Ouais. Et je trouve que les Coréens essayent plus de construire quand même. Oui. Donc de s'approcher plus de la défense. Le 6 est très fort. Ouais. Et ce qu'ils font, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a effectivement un petit travail et à un moment, ils te font une diagonale, ce qui fait que Coco ou Panucci ici était quand même aussi bloqué, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même une volonté de ne pas subir de la part des Coréens. L'équipe italienne, au départ, elle a essayé de jouer avec 3-4-3. Mais finalement, l'équipe de Corée, elle a mis une pression énorme. Donc, Panucci, il était pratiquement latéral à droite, Coco à côté gauche. Là, Panucci, là, Coco. Oui. Coco, voilà. Et on avait les 3 Maldini et Giuliano qui étaient là. Donc, ils ont été 4 derrière. Ce n'était pas 3 au départ. Et puis, ils ont joué avec 3 milieux défensifs. Ils ont été obligés, donc ils ont changé son façon de jouer. Tu les vois les 3. Il y a Tomasi et Zanetti, mais le 3e, mais là, on avait Vieri, on avait Totti, Del Piero. Ouais, Del Piero était beaucoup à gauche quand même. Hein. Mais bon, dans le couloir, quoi. Sur la ligne. Alors, là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, donc les 3 défensifs. Donc, c'était quoi? Tomasi, Zanetti et... Au départ, ça a été Coco qui devrait être dans cette position ici, mais il était obligé quand même de descendre, défendre son couloir. C'était ça, non, parce qu'il y avait 2 milieux récupérateurs, mais avec Del Piero, tu revenais pas 3 derrière la défense centrale. Voilà, Zambrotta. Voilà. Donc ils ont été obligés de changer. Zambrotta ici. Non, les Zambrotta montaient beaucoup et quand... Oui, en fait, c'est-à-dire que Panucci était censé être le 3e et Zambrotta dans le couloir, mais Zambrotta montait, sans trop monter. Il n'empêche que, du coup, ils sont mis beaucoup en difficulté en première mi-temps avec les 3. Parce que, bien souvent, il y en avait 3 pour 2, hein. J'ai remarqué que c'était pas du 1 contre 1, mais presque en première mi-temps. Donc, c'est aussi une volonté de prendre des risques quand même. Et c'est tout à leur honneur. Parce que, je sais pas, Alain, tu trouves que de la part de qui? Des Coréens? Des Coréens, oui. Moi, en première mi-temps, ils ont abusé, mais effectivement, c'était sûrement volontaire. C'était pour fixer les 2 latéraux. Ils ont abusé de grandes transversales. Oui. Alors qu'il n'y avait pas de décalage. C'est-à-dire que Panucci récupérait pratiquement tout dans la balle. Mais par contre, ça l'a empêché de monter. Donc ça, ils l'ont bien fait, ça. Allez, on va voir un petit quelque chose sympa, parce qu'on disait, bon, l'arbitrage, choses comme ça et tout. Bon, enfin, bon, ce match, il était quand même spectaculaire. On va voir un joli geste de fair play. Donc, c'était lors de la Coupe du Monde 94. Et j'en profite pour dire chapeau aux Suédois, chapeau aussi aux Irlandais, et puis je pense à une autre équipe. Voilà, une belle semelle de Terne sur Dunga. L'arbitre, c'était en demi-finale quand même de la Coupe du Monde. Et regardez Terne, il n'est pas là à pousser des hurlements et tout. On revoit l'action en question au ralenti. C'est vrai qu'il arrive un petit peu en retard. Et juste derrière, il va s'excuser auprès de Dunga. Et Dunga, il fait signe, ben oui, tu comprends, c'était quand même un petit peu dur. Et la vie continue. Enfin, c'est tout à son honneur. Demi-finale Coupe du Monde, avoir une réaction comme ça. Alors, je dois vous poser une question, et vous savez que vous devez répondre sur le machin, mais il me reste 4 minutes pour la trouver, parce que je vais pas... Et j'en vais en profiter pour faire un petit coucou à Elodie. Le fair play, ça existe encore, le fair play? Oh ben, nous, ça existe, oui. chez nous, ça existe, chez les filles. Maintenant, chez les garçons, c'est vrai qu'il y a certains matchs, ils abusent un peu. Et ça perd un peu de son charme dans quelques matchs. Maintenant, bon, c'est une compétition, c'est une Coupe du Monde. Je comprends qu'il y a des enjeux. Et bon, le fair play, c'est une valeur des fois qui se perd sur certains matchs. Alors, en tout cas, bravo les Français.
parce que c'est vrai qu'on les critique dans un certain domaine, les joueurs, trop de ceci, peut-être trop de cela, etc. Mais ils ne se sont jamais plaints du côté physique. Ils expliquent que ce n'est pas le problème, parce qu'ils pourraient dire, ça serait facile, puisque toute la presse le dit, puisque tous les gens disent, c'est parce que physiquement, les Français, eux, ils disent non, c'est trop facile. 2, ils ne sont pas plaints de l'arbitrage mexicain contre l'Uruguay, et ils auraient pu le faire aussi. Enfin, ils se sont comportés quand même dans la défaite. Il y a eu des choses peut-être pas terribles vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de quelque chose comme ça et tout, mais ils se sont montrés dignes par rapport au fait de l'assumer, en tout cas. Et, je